Je m'appelle Martin et j'ai 32 ans. Mon mari Luc est actuellement à la guerre. Je suis seule dans notre appartement à l'étranger. Vivre sans lui s'est avéré plus difficile que prévu. Nous avons toujours été un couple solide, nous soutenant mutuellement. Mais la vie a changé. Maintenant, je dois tout affronter seule. Mon jeune frère adoptif, Abel, qui a 20 ans, a récemment emménagé chez moi pour son stage en ville. Nous n'avons pas été très proches ces dernières années, mais j'étais heureuse de son arrivée. Cependant, les choses ne se sont pas passées aussi simplement que je le pensais. Quand Luc est parti à la guerre, je pensais pouvoir gérer la solitude. Nous savions qu'il serait mobilisé et nous étions prêts pour la séparation. Du moins, je le croyais. Les premières semaines, je me suis occupée avec le travail et les tâches quotidiennes. Mais avec le temps, et les lettres de Luc se faisant plus rares, j'ai commencé à vraiment souffrir. Comme j'étais seule, la vie sans lui était devenue étrange. Notre appartement, autrefois empli de rires et de conversations, me semblait désormais immense et vide. Même les bruits de la ville à l'extérieur, par la fenêtre, ne m'offraient aucun réconfort. J'étais abandonnée dans ce monde, comme s'il avait emporté avec lui la partie de ma vie qui comptait. Les vraies soirées devenaient interminables et je me retrouvais assise en silence, le plus souvent à fixer le vide. Quand Abel m'a proposé de rester chez moi pendant son stage, j'ai accueilli l'idée avec joie. Nous n'avions pas été particulièrement proches depuis qu'il était devenu mon frère adoptif, mais je me souvenais de lui comme d'un garçon calme et timide. Peut-être que sa présence apaiserait ma solitude. Mais quand il est arrivé, j'ai été stupéfaite. Abel avait changé. Au lieu du garçon réservé dont je me souvenais, il était devenu un jeune homme sûr de lui et séduisant. Son allure, son regard, tout cela me mettait mal à l'aise en sa présence. Je n'étais pas censée penser ainsi, mais je me suis surprise à le regarder plus comme un homme que comme mon frère. Ses pensées me perturbaient. Je ne comprenais pas pourquoi mon esprit était soudainement envahi par ces étranges idées. J'essayais de me convaincre que c'était simplement le résultat de ma solitude, mais chaque jour qui passait, le brouillard dans mon âme s'épaississait. La solitude et le vide émotionnel que je ressentais sans Luc commençaient à être remplacés par quelque chose de complètement différent, et cela m'effrayait. Il devenait particulièrement difficile de garder mon calme quand Abel sortait de la douche, enveloppé seulement d'une serviette. Chaque fois que je voyais ses cheveux mouillés et les gouttes d'eau qui glissaient le long de son corps, j'avais le souffle coupé. Ou quand il préparait le petit déjeuner dans la cuisine, vêtu seulement de son pantalon de boxeur, j'essayais de ne pas le fixer, mais mes pensées revenaient sans cesse à quel point il était devenu un homme. L'été à Singapour battait son plein, l'air était lourd, l'humidité étouffante. Aucun soulagement. Un jour, Abel m'a dit que la climatisation de sa chambre était en panne. J'ai essayé de trouver un réparateur, mais tout le monde était occupé. Alors, je lui ai proposé de dormir dans ma chambre où la climatisation fonctionnait encore. Abel a hésité un instant, puis a accepté. Après tout, quel mal y avait-il à ça? Nous étions de la même famille. Cependant, lorsqu'il est entré dans ma chambre ce premier soir, la situation était bien plus gênante que je ne l'avais prévu. J'étais déjà au lit, vêtue de ma nuisette transparente, quand Abel est entré. Il n'a pas pu s'empêcher de remarquer ma silhouette sous le tissu fin. Son regard s'est attardé plus longtemps que d'habitude et j'ai senti la tension monter dans la pièce. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et j'ai eu la gorge sèche. Je voulais dire quelque chose pour détendre l'atmosphère, mais les mots me manquaient. Abel s'est assis au bord du lit et j'ai essayé d'orienter la conversation vers quelque chose de neutre. Mais chaque regard, chaque mouvement de sa part me faisait sentir comme s'il y avait quelque chose de plus entre nous qu'un simple lien fraternel. Je me répétais sans cesse que nous ne devrions pas ressentir ça, mais à chaque minute qui passait, nos conversations devenaient plus ouvertes de jour en jour. Nous parlions de choses dont nous n'avions jamais discuté auparavant, nos peurs, nos déceptions, nos désirs. Parfois, nous discutions tard dans la nuit et j'ai remarqué la façon dont il me regardait. Son regard était différent, pas celui d'un frère qui regarde sa sœur. J'essayais de cacher mes sentiments, mais c'était de plus en plus difficile chaque jour. Sa présence, sa façon de bouger, même les plus petites choses, tout cela éveillait quelque chose en moi. J'ai remarqué que même les moments les plus simples, son sourire ou un geste désinvolte me submergeaient d'émotion.
Le lien entre nous se renforçait, mais aucun de nous n'osait faire le premier pas. Chaque soir passé ensemble dans la même chambre ne faisait qu'accroître la tension entre nous. Nos conversations nocturnes s'étiraient sur des heures, ni Abel ni moi ne souhaitions nous endormir. Le silence qui suivait, lorsque nous n'avions plus de sujet de conversation, était si pesant qu'on aurait dit qu'on pouvait le couper au couteau. Je sentais la tension monter, l'espace entre nous se rétrécir. Je savais que nous approchions d'une limite dangereuse, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Parfois, Abel se contentait de me regarder avec une expression que je ne pouvais pas interpréter comme fraternelle. Des vagues d'émotions montaient en moi, des émotions que j'essayais de refouler. Je me répétais sans cesse que c'était mal, que je devais garder mes distances, mais chaque jour cela devenait plus difficile. Puis une nuit où la chaleur était particulièrement étouffante, quelque chose a changé. Nous étions tous les deux allongés là dans l'obscurité et j'entendais Abel respirer rapidement et irrégulièrement. Mon cœur battait la chamade et je ne pouvais pas me détendre. Mes pensées tournaient autour de sa proximité. C'était inévitable. Je me suis tournée vers lui. Nos regards se sont rencontrés dans la pénombre et, sans un mot, sans discussion, nos visages ont lentement commencé à se rapprocher. Je ne me souviens plus qui a fait le premier pas. C'était un moment intense, chargé de passion, d'émotions refoulées et de tout le reste. Ce n'était pas juste un moment, c'était la libération de tout ce que nous avions si fort essayé de cacher. C'était doux, mais en même temps plein de désir. Quand ce fut terminé, je me suis rapidement éloignée. La réalisation de ce que nous venions de faire m'a frappé de plein fouet. C'était insupportable. J'avais franchi la ligne que je m'étais promis de ne jamais franchir. Je voulais dire quelque chose pour m'excuser, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Une vague de culpabilité m'a submergée. Comment avais-je pu laisser faire ça? Mais malgré la culpabilité, je savais que mon amour pour Abel n'avait fait que grandir plus fort. Cela confirmait tout ce que j'avais nié pendant si longtemps. Quand la tension entre nous a atteint son paroxysme, tout ce qui s'est passé était inévitable. Abel était si proche et je pouvais sentir sa respiration. Chaque mouvement, même le plus léger, me faisait traverser une vague d'émotions que je ne pouvais plus cacher. Je me suis tournée vers lui. Sans un mot, nos regards se sont croisés, à cet instant, tout devint clair. La main d'Abel, doucement posée contre ma peau, si légère au début, presque imperceptible, a éveillé en moi tout ce que j'avais tenté de réprimer. Ses mains ont glissé lentement le long de mon dos et mon souffle s'est suspendu, comme s'il essayait lui aussi de comprendre ce qui se passait. L'instant était empli de tendresse, mais aussi d'une telle anticipation. Abel, comme s'il rassemblait son courage, s'est rapproché et l'espace entre nous a disparu. Je pouvais voir dans ses yeux ces doux mouvements prudents, comme s'il craignait de rompre le fragile équilibre entre nous. Mais au moment où nos corps se sont enfin pressés l'un contre l'autre, tout le reste sembla s'estomper. Ses bras m'ont enlacé et je me suis laissé aller près de lui, oubliant un instant tout ce qui se passait dans mon esprit. Le monde entier sembla s'arrêter, ne laissant que nous deux dans cette pièce. Je pouvais entendre chacune de ses respirations, chacun de ses mouvements, et mes propres émotions me submergeaient. Toute ma retenue, toutes les règles que nous avions essayé de suivre s'effondrèrent sous le poids de ce moment. Quand ce fut fini, j'étais allongée à côté de lui, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. Le silence dans la pièce était assourdissant et pourtant, c'était comme si tant de choses avaient été dites sans un seul mot. Je savais que ce moment nous avait changés tous les deux. Abel fut le premier à rompre le silence. Il me regarda avec une pointe d'incertitude et dit « Tu es ma première ». Je restai figée un instant, essayant de comprendre ces mots. Je ne savais pas. J'ai murmuré quelque chose, un mélange de gêne et de prise de conscience inattendue. Il m'a souri, mais ses yeux étaient remplis de sérieux. « Et je ne le regrette pas », a-t-il ajouté. J'ai essayé de détendre l'atmosphère avec une plaisanterie, « Eh bien, je suppose que ça fait de moi ton professeur maintenant. Les grandes sœurs sont censées enseigner à leurs petits frères. » Mais la blague n'a pas apaisé la tension. Une tension palpable. Au fond de moi, je savais que quelque chose de bien plus profond s'était produit entre nous et cela me perturbait. Le retour de Luc fut inattendu. J'ai reçu un message de son commandant annonçant son retour imminent, plus tôt que prévu, en raison d'une grave blessure. À la lecture de ces mots, j'ai eu la nausée.
Les souvenirs de ma relation avec Abel, de la ligne que nous avions franchie, me sont revenus en mémoire avec une force décuplée et la culpabilité m'a envahi. Quand Luc est enfin arrivé, je l'ai à peine reconnu. Son visage était émacié, son épaule bandée et il paraissait épuisé et usé. Ses yeux, qui autrefois brillaient de confiance, semblaient maintenant ternis. Je me suis précipité vers lui, feignant la joie de son retour, mais mon cœur était lourd de culpabilité. « Comment vas-tu » ai-je demandé, essayant de masquer le trouble intérieur qui me rongeait. « Je vais me débrouiller » a répondu Luc en hochant la tête. « Mais j'aurai besoin d'aide. » Ces mots étaient simples, mais je pouvais entendre la vulnérabilité dans sa voix, quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. Il avait besoin de moi plus que jamais et cela ne faisait que compliquer les choses. Abel vivait toujours avec nous. Avec le retour de Luc, la tension dans la maison devenait insoutenable. Chaque fois qu'Abel entrait dans une pièce, je me surprenais à éviter son regard, essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé entre nous. Mais je voyais bien que Luc ne se doutait de rien. Il était tellement concentré sur sa convalescence qu'il ne remarquait rien. Chaque soir, j'aidais Luc à soigner son épaule blessée et chaque geste me rappelait ma trahison. Je me sentais comme une traîtresse, forcée de prendre soin de l'homme que j'avais trahi, et ce poids m'écrasait. Je voulais crier, lui dire la vérité, mais j'étais terrifiée à l'idée de le briser encore davantage. Abel, en revanche, restait silencieux. Il était toujours là, mais sa présence était devenue un rappel insupportable de ce que j'avais fait. Chaque fois que je croisais son regard, la culpabilité en moi s'intensifiait. Nous savions tous les deux que la situation avait dégénéré, mais aucun de nous n'osait faire le moindre mouvement. Je savais que tôt ou tard tout finirait par éclater au grand jour. Cacher la vérité à Luc, la tension dans la maison grandissait de jour en jour. J'essayais de rester auprès de Luc pour l'aider à se remettre, mais la culpabilité me rongeait. Je craignais constamment qu'un détail mineur ne révèle tout. Alors, soudain, un soir, Luc décida de ranger un peu dans notre chambre pour essayer de se reposer. Je n'y prêtais pas plus attention que ça jusqu'à ce que je l'entende crier mon nom. Sa voix était emplie de colère et de douleur. Quand j'entrai dans la chambre, je vis Luc debout près du lit, son visage tordu de fureur. Dans sa main, une boîte de contraceptifs. Je me figeai, réalisant que tout avait dégénéré. « Qu'est-ce que c'est » grogna-t-il, la voix tremblante de rage insoutenable. Il brandit la boîte, puis se pencha et Abel surgit de dessous le lit. La pièce tomba dans un silence de mort, comme si l'air lui-même s'était figé. Mon cœur s'arrêta et le monde autour de moi sembla vaciller. Je ne trouvais pas les mots. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là et regarder la fureur et la trahison se refléter dans les yeux de Luc. À cet instant, je sus qu'il avait tout compris. Son regard se porta sur la porte et, juste à ce moment, Abel entra. « C'est à toi » cria Luc. Il tenait la boîte dans une main, dans l'autre, un vêtement d'Abel. Abel resta silencieux, le visage pâle, sachant qu'il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Luc se jeta sur Abel. Leur combat fut brutal, alimenté par la fureur qui montait en lui. Luc attaqua, oubliant sa blessure à l'épaule, frappant avec une force qui semblait porter toute la douleur qu'il ressentait. Abel tenta de se défendre, mais ne riposta presque pas, sachant que blesser Luc ne ferait qu'empirer les choses. Je criais, les suppliant d'arrêter, mais ils étaient tous deux consumés par leur colère. À un moment donné, Luc, dans une rage aveugle, lança un autre coup de poing et se blessa de nouveau à l'épaule. Il laissa échapper un cri de douleur, mais sa colère le poussait toujours en avant. Finalement, je me jetai entre eux, désespéré de mettre fin au cauchemar. Abel fut le premier à reculer. Il réalisa que le combat n'avait fait qu'empirer les choses et que tout était déjà détruit. Sans dire un mot, il quitta la pièce, puis la maison. Dans ses yeux, je vis la douleur, la culpabilité et la certitude qu'il n'y avait plus de retour possible. Je me retrouvai seul avec Luc qui était recroquevillé de douleur, le regard perdu dans le vide. À cet instant, il était envahi par la haine et la trahison. Je savais que tout ce que nous avions construit était brisé. Cela faisait quelques semaines qu'Abel avait quitté notre maison. Après cette terrible dispute avec Luc, nos vies étaient brisées. Luc me parlait à peine.
Sa colère et sa déception étaient palpables. Il se remettait encore de sa blessure et je l'aidais, mais chaque fois que nos regards se croisaient, je ne voyais que la douleur. Un matin, j'ai ressenti des vertiges et une faiblesse inhabituelle. J'ai pensé que c'était juste le stress. Après tout, il s'était passé trop de choses récemment. Mais quand les symptômes ont persisté et ont empiré, j'ai commencé à m'inquiéter. Je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté un test de grossesse sans vraiment réaliser pourquoi. Quand les 2 lignes sont apparues sur le test, mon monde s'est effondré. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans la pièce. C'était un choc. J'étais enceinte, mais le plus dévastateur, c'était de savoir de qui était cet enfant. C'était l'enfant d'Abel. Mon esprit était envahi par la peur et le désespoir. Je ne pouvais pas garder ce bébé. Son existence même serait un rappel constant de tout ce que j'avais fait de mal, de toute la douleur que j'avais causée. Luc, comment pouvais-je continuer à vivre avec ce mensonge? Chaque fois que je regarderais l'enfant, je ne verrais pas seulement un être innocent. Je verrais le symbole de ma trahison. Ces jours-là furent les plus douloureux de ma vie. Je ne savais pas quoi faire. L'avortement semblait la seule option, mais même prendre cette décision était écrasant. J'ai longtemps cherché une autre solution, mais je n'y arrivais pas. Ce bébé ne pouvait pas venir au monde. Je ne pouvais pas vivre avec ça. J'ai pris rendez-vous à la clinique. Quand le jour est arrivé, j'étais dans un tel brouillard émotionnel que je me souviens à peine comment je me suis retrouvée au cabinet du médecin. Tout me paraissait lointain, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. J'entendais la voix du médecin, ses instructions, mais je ne ressentais qu'un vide intérieur. Quand ce fut terminé, je suis restée assise en silence, réalisant que j'étais revenue à ma réalité désolée. En apparence, cela semblait être la bonne décision. Je l'avais fait pour ma famille, pour ma vie. Mais intérieurement, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Cette grossesse aurait pu détruire tout ce qui me restait et je ne pouvais pas le permettre. Mais l'avortement ne m'a pas apporté la paix. J'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma vie et maintenant, j'étais laissée dans un vide, sans issue, sans retour en arrière. Après l'avortement, je me sentais vide, comme s'il ne restait plus rien en moi. J'ai réalisé que tout ce qui s'était passé ces derniers mois avait non seulement détruit ma vie, mais aussi celle de mes proches. Luc et moi avons continué à vivre ensemble, mais seulement parce que je n'avais nulle part où aller. Je suis restée dans ce mariage, non par amour ni par attachement, mais parce que je ne voyais pas d'autre solution. Luc le savait. Il ne pouvait pas faire autrement. Et cette réalité nous a encore plus éloignés. Chaque jour, je me réveillais piégée, sans échappatoire. Notre mariage était brisé depuis longtemps. Pourtant, nous restions sous le même toit comme 2 étrangers. J'essayais de continuer à vivre comme si de rien n'était, mais tout était différent. J'étais prisonnière de mon propre monde de douleur et de regrets. Luc, malgré ses efforts pour être là pour moi, était devenu un étranger. Nous nous parlions de moins en moins et même quand je le regardais, je voyais le reflet de la douleur que je lui avais causée. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, en proie à des rêves angoissants, pensant à Abel, à comment nous avions détruit notre famille. J'avais honte même devant moi-même. Mes choix m'avaient menée au point où je ne pouvais plus regarder Luc dans les yeux. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait me rappelait ce que j'avais fait. J'essayais de réparer notre relation, d'être là pour lui, de l'aider dans sa guérison. Mais plus j'essayais, plus le fossé entre nous se creusait. Je ne pouvais plus cacher ma culpabilité et mon chagrin. Luc essayait d'agir comme d'habitude, mais je savais qu'il sentait le changement en moi. Il voyait à quel point j'étais différente, mais il ne pouvait pas comprendre la profondeur de mon chagrin. Un soir, alors que nous étions assis ensemble à table, nous parlions à peine. Soudain, Luc me regarda droit dans les yeux, sérieux, « Tu n'es plus la même. » Sa voix était douce, mais chargée de tension. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais je peux dire que quelque chose s'est brisé entre nous. Je n'ai pas pu répondre. Ces mots m'ont transpercé car je savais qu'il avait raison. Quelque chose s'était effectivement brisé et je ne pouvais plus le réparer. Ma culpabilité était devenue si écrasante que je ne pouvais plus cacher mon tumulte intérieur. Mais lui dire la vérité, c'était tout détruire pour de bon.
Je savais que je ne pouvais plus vivre ainsi. Ma relation avec Luc était détruite au point que le mensonge dans lequel je vivais me consumait. Je ne pouvais plus le regarder dans les yeux en lui cachant ce qui s'était passé. Nous vivions dans le même appartement, mais nous étions plus éloignés que jamais. Et même si je craignais les conséquences, je savais qu'il était temps de lui dire la vérité. Un soir, j'ai rassemblé tout mon courage. Nous étions à table et j'ai réalisé que je ne pouvais plus attendre. Mes mains tremblaient et mon cœur battait la chamade. J'ai levé les yeux et j'ai dit doucement, « Luc, il faut qu'on parle. » Il m'a regardé avec une pointe de confusion, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il attendait ce moment depuis longtemps. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé d'une voix stable mais déjà teintée d'inquiétude. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler, retenant difficilement mes larmes. « Je dois te dire la vérité sur ce qui s'est passé avec le bébé. » J'ai vu le choc et l'incrédulité traverser son visage. « Le bébé ?» a-t-il répété comme si le mot était étranger et inconnu. Oui, j'étais enceinte, ai-je continué, serrant mes mains sur mes genoux, essuyant mes larmes. Et le bébé n'était pas de toi. Son visage s'est déformé comme si je lui avais porté le coup le plus dur. Il m'a fixé du regard, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. C'était Abel, ai-je à peine réussi à dire, et le silence qui suivit fut insoutenable. Luc se leva lentement de sa chaise. Ses yeux étaient remplis de rage et de douleur, comme s'il luttait contre une tempête intérieure. « Tu es en train de me dire que le bébé était celui de ton frère » cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. J'ai acquiescé, incapable de dire un mot de plus. Je m'attendais à sa colère, mais l'entendre à voix haute me fit prendre conscience du poids total de mes actes. Luc resta là, sa respiration haletante, et je vis ses poings serrés. « Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu faire ça ?» hurla-t-il, la voix pleine de douleur, de trahison et de fureur. « Tu nous as détruits. Notre famille, tout. » Il se tourna brusquement vers moi, les yeux flamboyants de colère. « Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus te faire confiance. Il nous faut un divorce. » Ces mots me transpercèrent comme un couteau. Je le savais. C'était inévitable, mais l'entendre était insupportable. J'ai essayé de dire quelque chose pour m'expliquer, mais les mots disparaissaient. Il ne me restait que le vide. Malgré toute la douleur et la peur, soudain, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Tout était enfin révélé. Je ne vivais plus dans le mensonge. Je ne pouvais pas revenir en arrière, mais je ne pouvais plus me cacher derrière les murs du secret. Luc est sorti de la pièce, me laissant seul dans le silence. Tout était brisé, mais au moins maintenant, j'étais honnête avec lui et avec moi-même. Après que Luc a demandé le divorce, ma vie a changé pour toujours. Je suis restée seule dans cet appartement où chaque recoin me rappelait ce que j'avais perdu. Personne ne pouvait m'aider à surmonter cette douleur. Ni Luc, désormais parti de ma vie, ni Abel que je n'avais pas revu depuis son départ. Je les avais perdus tous les deux et avec cela vint la prise de conscience que ma vie avait été brisée. Les jours qui suivirent le divorce étaient marqués par un sentiment de vide profond. Chaque matin et chaque soir, je me couchais sachant que je ne pouvais plus retourner au passé. Mes erreurs m'avaient mené là où j'en étais et maintenant je devais en assumer les conséquences. Je ne savais pas par où commencer. Je devais recommencer ma vie à zéro. Mais une voix intérieure me rappelait sans cesse ce que j'avais perdu, la famille que j'avais détruite, l'amour que j'avais trahi. Je cherchais la paix, mais je ne trouvais que de l'amertume et du regret. Parfois, ce poids pesait toujours sur mes épaules, m'empêchant d'avancer. Progressivement, j'ai commencé à comprendre que la vie continue, même quand tout semble s'être effondré. J'ai commencé à chercher des moyens de guérir. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à mes erreurs, à la façon dont j'avais laissé mes désirs détruire tout ce qui m'était cher. J'ai essayé d'apprendre à me pardonner, même si c'était plus difficile que je ne l'avais jamais imaginé. Chaque étape était difficile, mais je savais que je devais continuer d'avancer. Mes journées étaient désormais remplies de petites victoires, une simple promenade en ville, la tentative de trouver de nouveaux passe-temps, même l'idée de commencer une thérapie. Dans ces petits pas, j'ai commencé à entrevoir une lueur d'espoir, qu'un jour peut-être je pourrais trouver la paix, qu'un jour peut-être je pourrais commencer à me pardonner.
Mais la réponse à la question la plus importante, à savoir si je pourrais reconstruire ma vie et lui trouver un sens, restait ouverte. Je ne savais pas encore. L'avenir m'attendait. Pourrais-je trouver le chemin du pardon? Pourrais-je reprendre le contrôle de ma vie ou le passé m'entraverait-il à jamais? Ces questions restaient sans réponse, mais une chose était sûre, la vie continuait et j'avais la chance de recommencer à zéro, comme sur une page blanche.